On va pouvoir commencer. Je vois que la salle ne s'est pas encore vidée, donc il y a des irréductibles du sujet migratoire. Je vous en remercie, on avait un petit peu peur que la salle se vide. Donc moi, je suis Florian Lafarge, je suis chef du pôle gouvernance migratoire financière et territoriale au sein de la mission Gouv dans la Direction générale de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères. Et puis je suis ici comme modérateur. Alors sur cette table ronde, je pense que ce qui est important, c'est comment gérer, tout réside en fait dans une seule et même question, comment gérer une crise migratoire. Alors, en général, il y a toujours le premier aspect, le court terme, c'est-à-dire la réponse humanitaire. On l'a vu avec l'exemple vénézuélien, la réponse à court terme, l'humanitaire vient toujours comme une première réponse à cet enjeu pour limiter l'impact, en tout cas favoriser, aider les populations qui sont impactées par ces crises migratoires. Mais vient ensuite un second temps. Plus la vague migratoire dure, plus il va falloir l'inscrire dans le temps, plus il va falloir aider les pays à s'adapter aussi à cet impact de la crise migratoire. Et là, on est plus sur une réponse en développement, donc une réponse de moyen terme. Alors comment on fait pour adapter cette réponse ? Eh bien, il faut des opérateurs qui soient en capacité d'opérationnaliser justement une réponse. Alors nous, au ministère des Affaires étrangères, pour justement permettre cette opérationnalisation et puis le faire en lien avec les différents opérateurs, on a initié une stratégie de la migration et du développement qui a été donc adoptée entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer très récemment, en février. Elle sera publique très bientôt, normalement dans quelques semaines, qui repose donc sur les 5 piliers du pacte de La Valette. C'est les 5 piliers qui couvrent l'ensemble du champ migratoire. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, qui ne sont pas des geeks du sujet migratoire, on a donc la lutte contre les causes profondes, la migration légale et la mobilité, la protection et l'asile, la lutte contre la traite des êtres humains et les retours, admission et réintégration. Donc vous voyez, avec l'ensemble de ce champ, on couvre tout l'enjeu migratoire, que ce soit sur le volet ministère des Affaires étrangères, mais aussi sur le volet plutôt ministère de l'Intérieur. Alors pour nous, la problématique après sur l'opérationnalisation, c'est aussi la visibilité de cette crise, parce qu'il y a une question aussi de fonds et donc d'argent à investir sur cet enjeu. Donc ça, c'est une question qui est très importante, et particulièrement sur l'enjeu latino-américain. Dans les 10 dernières années, comme vous pouvez le savoir, on a beaucoup mis l'accent sur la crise syrienne ou d'autres crises subsahariennes, et assez peu, alors qu'elle représentait, on l'a vu dans la première table ronde, la deuxième crise migratoire qui était celle du Venezuela. Donc l'objectif, c'est de mettre un focus aussi sur l'Amérique latine pour qu'on puisse trouver des réponses, y compris financières, à apporter sur cette région. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment lors du Forum mondial pour la migration et le développement. Et je peux déjà vous annoncer que la volonté du ministère, justement, de rendre beaucoup plus visible cette crise migratoire en Amérique latine, ça a été d'offrir, en tout cas de proposer, et ça a été accepté, la présidence de ce forum à la Colombie pour justement permettre aux Colombiens, mais aussi à l'ensemble des acteurs latino-américains, y compris de la société civile, de rendre visible cet enjeu migratoire en Amérique latine pour l'ensemble du monde et qu'on puisse avoir des financements au niveau mondial pour cette crise migratoire. Alors sur cette table ronde, et je remercie mes collègues, je suis entouré donc de Jean-Christophe Dumont, qui est chef de la division des migrations internationales à la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l'OCDE. Merci à vous d'être venu. Marina Augier, qui est référente genre et responsable du département Programme CARE en France. Soulma Sosa, qui est conseillère régionale population et développement à la CEPAL. Et enfin, en ligne, nous avons Adriana Vides, qui est analyste des données de recherche liées aux indicateurs de gouvernance des migrations à l'OIM. Et je la remercie également. Je ne sais pas si elle a réussi à se connecter. Hein ? Quoi ? Ah pardon, j'ai inversé les deux. Excusez-moi. Et on va commencer directement par Jean-Christophe Dumont, qui va nous parler donc, de la migration comme un facteur d'intégration, mais aussi les facteurs de tension au niveau régional. Et ça, je crois que cet aspect régional sera aussi partagé par les autres prises de parole. C'est un aspect évidemment très important sur les questions de gouvernance. Jean-Christophe, à vous.
Merci beaucoup. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors, peut-être juste un tout petit mot préalable concernant l'OCDE. Vous demandez bien peut-être pourquoi l'OCDE s'intéresse à ces questions de migration en Amérique latine. En réalité, ça fait très longtemps qu'on est sur cette question. On a coopéré pendant plus de 10 ans avec l'Organisation des États américains pour faire un suivi des flux migratoires dans la région et plus récemment avec la Banque interaméricaine de développement. On a aussi pas mal travaillé, y compris avec le PNUD, et je vais pas mal m'appuyer sur cette publication How do Migrants Fare in Latin America and the Caribbean avec le PNUD et la Banque interaméricaine de développement qui dresse un portrait comparatif en matière d'intégration économique et sociale des immigrés en Amérique latine. Mais plus fondamentalement, l'OCDE inclut déjà 4 pays latino-américains, le Mexique, la Colombie, le Costa Rica et le Chili, et on en a 3 autres qui sont dans le processus d'accession, le Brésil, le Pérou et l'Argentine. Donc avec 7 membres latino-américains, il faut effectivement qu'on s'intéresse à autre chose que l'Europe. Et donc, évidemment, ça fait partie des sujets qui attirent bien notre attention à l'OCDE. Alors ça a déjà été mon sujet, ce qui m'intéressait d'aborder aujourd'hui, c'était de se poser un peu la question de savoir si la migration en Amérique latine était un facteur d'intégration régionale, ça a été un peu abordé dans la première table ronde, ou si c'était un facteur de tension. Donc je vais en tout cas vous donner ma perspective sur cette problématique. Donc peut-être en commençant, en revenant sur certains chiffres, hein, c'est évident que la migration en Amérique latine a beaucoup augmenté. L'un des principaux moteurs de cette augmentation est en réalité la superposition de plusieurs situations de déplacement, ça a été évoqué, dont l'ampleur et la complexité se sont accrues au fil des ans. C'est des changements qui ont commencé dès le début des années 2010. Évidemment, principalement avec la crise vénézuélienne, mais aussi avec beaucoup d'immigration en provenance d'Haïti, et qui aussi doivent s'inscrire dans une intégration régionale plus largement. On a évoqué le Mercosur déjà et le CARICOM, mais aussi la communauté andine qui facilite cette mobilité au niveau régional. Alors, de sorte que si on regarde l'évolution du nombre de migrants en Amérique latine, entre, mettons, 2000 et 2015, on est passé déjà de 6,5 millions à 9,5 millions, et on est à presque 15 millions en 2020. Donc on a une très très forte augmentation de cette migration qui évidemment inclut beaucoup de Vénézuéliens, mais pas que. Ce qui est clair, c'est que la part de l'immigration intra-régionale s'est accrue très fortement. Elle était de 26% en 2015. Non, pardon, c'est l'inverse. Les migrants qui étaient originaires de l'extérieur de la région représentaient 26% des flux en 2015 et plus que 14% en 2019. Donc, en proportion, ça a diminué, mais ça a aussi diminué en valeur absolue, puisqu'on est passé d'environ 250 000 à 200 000 entrées en provenance de l'extérieur de la région, et parallèlement, le nombre de permis octroyés, par exemple, sous l'égide du Mercosur a été multiplié par 2. Donc clairement, il semble que l'intégration régionale ait été un moteur de la migration, en tout cas dans cette période. Alors, cela dit, cette évolution, elle a aussi entraîné un changement de paradigme sur la question migratoire. Au cours des décennies précédentes, ça a été largement rappelé, c'était principalement la question de l'émigration qui était sur le devant, disons, des problématiques, et donc la question des transferts de fonds, la question de la fuite des cerveaux concentrait beaucoup de l'attention politique. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup déplacé vers les enjeux qui sont ceux de la réception, de l'accueil des personnes déplacées, mais aussi plus généralement sur cette question de l'intégration. Alors, peut-être qu'on y reviendra, mais clairement, d'après le HCR, il faut quand même, juste pour donner un ordre d'idée, hein,
Il y a une personne déplacée de force dans le monde sur 5 qui vit aujourd'hui en Amérique latine. Il y a une demande d'asile sur 3 dans le monde qui est déposée en Amérique latine. Ou par des ressortissants d'Amérique latine et des Caraïbes, notamment du Venezuela, mais Cuba, Colombie, Nicaragua, Haïti sont évidemment aussi parmi les principaux pays d'origine en ce qui concerne la demande d'asile. Et puis en termes d'accueil, le Costa Rica, le Mexique sont parmi les pays qui reçoivent le plus de demandes d'asile en proportion de leur population. Donc on a vraiment une situation qui a totalement évolué, qui a changé de nature au cours de ces décennies, à la fois en ampleur, de par l'ampleur des flux, mais aussi par la composition des flux. Donc, si on revient sur peut-être ce qui fait le cœur un peu de ce que je peux partager aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire les questions d'intégration, certainement la situation est très disparate au sein des pays d'Amérique latine. Mais globalement, ça dépend évidemment, pour regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais la situation n'est pas aussi défavorable qu'on pourrait le penser. Et que, par exemple, dans la plupart des pays d'Amérique latine, les immigrés, en particulier les jeunes, sont beaucoup plus susceptibles d'avoir un emploi que les non-migrants. On a un taux d'emploi, enfin beaucoup plus. Il y a un taux d'emploi des immigrés, des personnes nées à l'étranger en Amérique latine qui est en moyenne de 69%, comparé à 66% pour les natifs en âge de travailler. Il y a un certain nombre de pays où ce taux est encore beaucoup plus élevé. Notamment en Équateur, au Chili, au Panama, en Uruguay, en République dominicaine. Donc il y a une insertion dans l'emploi qui a l'air de fonctionner, mais évidemment, je vais mettre des mais après. Donc on a aussi une beaucoup plus faible prévalence du chômage parmi les immigrés que parmi les natifs. Ce qu'on appelle les NEET, c'est-à-dire les jeunes âgés de 15 à 24 ans qui sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. C'est 24% pour les immigrés dans les pays d'Amérique latine. Par contre, c'est plus que pour les gens qui sont non immigrés, donc les jeunes ont des difficultés, c'est environ 20% pour ce groupe. Les immigrés ne sont pas nécessairement systématiquement surreprésentés dans les emplois peu qualifiés. En tout cas, ce n'est pas le cas dans à peu près la moitié des pays qu'on a dans cette publication, à l'exception, cela dit, du Costa Rica, où on a une forte surreprésentation. Mais dans les pays de l'OCDE, il faut savoir que c'est le cas systématiquement. Les immigrés sont toujours surreprésentés dans les emplois peu qualifiés. C'est pas aussi homogène que ça en Amérique latine. Les hommes sont mieux insérés dans l'emploi que les femmes, mais les femmes immigrées, en comparaison des femmes non immigrées, ont aussi une insertion qui est plutôt favorable. Au Panama et au Chili, par exemple, elles ont un taux d'emploi qui est respectivement de 16 points de pourcentage, dans ces deux pays, 16 points de pourcentage supérieurs à ceux des non-immigrés, et en Uruguay de 6 points de pourcentage. Donc on a une situation où l'accès à l'emploi semble se faire dans certaines conditions, mais évidemment, il y a un mais, la qualité des emplois est problématique. On a dans beaucoup de ces pays une très forte surreprésentation dans l'emploi informel. En moyenne, ça ne se voit pas tant que ça, c'est 52% pour les immigrés contre 45% pour les non-immigrés. Mais dans certains pays, comme en Équateur, au Mexique ou en République dominicaine, c'est plus de 60% de l'emploi qui se fait dans le secteur informel. On a donc aussi des écarts qui sont dans certains cas très importants. En Argentine, au Costa Rica, en République dominicaine, en Équateur, l'écart atteint 12 points de pourcentage, donc encore une fois une bien plus forte présence dans l'emploi informel. Et ça, c'est lié à des difficultés, évidemment, pour avoir accès à des emplois de qualité, des emplois formels. Ça se traduit par des contrats plus temporaires, par des heures beaucoup plus longues, une proportion assez importante de gens qui travaillent plus de 50 heures par semaine, et donc évidemment des taux de pauvreté qui sont aussi importants. On a une population, j'ai dit disparate, parce qu'évidemment, même si on regarde juste les Vénézuéliens, la première vague de déplacés vénézuéliens, notamment vers le Chili, étaient plutôt des gens
hautement qualifiés, très éduqués, qui se sont insérés relativement facilement, dont les Chiliens d'ailleurs disaient qu'ils parlaient même mieux l'espagnol qu'eux. Donc voilà, pas tellement de difficultés pour ces gens-là, si ce n'est... et donc à l'inverse, par contre, les dernières vagues d'arrivée de Vénézuéliens sont avec des profils assez différents. Ceux qui s'arrêtent en Colombie ou au Pérou ont aussi des profils qui sont assez différents. Donc il y a une très grande disparité, mais c'est une immigration qui, pour partie, est aussi hautement qualifiée, avec des taux de déclassement, c'est-à-dire un décalage entre le niveau d'études et le type d'emploi qui est assez important, puisque c'est environ 27% des immigrés en Amérique latine qui sont déclassés, contre 19% en général pour les non-immigrés. Le taux atteint 30% au Mexique, au Chili ou au Costa Rica. Donc une question d'intégration qui est complexe, qui encore une fois, il faut lire la publication pour peut-être avoir toute la finesse de ces différences, mais qui se fait quand même par l'emploi. Et donc pour revenir à ma question précédente, qui finalement aussi est un facteur d'intégration, l'intégration comme facteur d'intégration régionale. Et donc, je pense notamment ici au processus de Quito, qui regroupe environ 13 pays qui se sont mis ensemble pour partager leur expérience en ce qui concerne l'intégration des Vénézuéliens. En toute honnêteté, ça n'existe pas en Europe, ce processus. Il n'y a pas un certain nombre de pays européens, sauf sous l'égide de la Commission, mais qui se mettent ensemble pour discuter de l'intégration des réfugiés ukrainiens ou syriens. Ça ne se passe pas comme ça en Europe. Spontanément, c'est comme ça que ça a émergé en Amérique latine. C'est aussi, petit aparté, mais une opportunité de coopération entre les agences internationales qu'on ne retrouve pas toujours, avec la plateforme Air4V, qui est la plateforme de coordination pour les réfugiés et les migrants vénézuéliens, qui est co-gérée par IOM et le HCR, c'est assez rare pour être mentionné, mais aussi d'autres cadres de coopération internationale, comme le cadre régional global de protection et de solutions, MIRPS, qui regroupe donc Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, le Mexique et le Panama. Donc là, plutôt les pays d'Amérique centrale et puis donc le Costa Rica, qui là aussi, donc avec un étiage un peu différent du processus de Quito, vise à partager les expériences, etc. Donc ça, c'est une dynamique régionale qu'encore une fois, on retrouve nulle part ailleurs. Cela étant dit, c'est clair qu'il y a une montée, ça a été évoqué, des tensions autour de cette question. C'est aujourd'hui entre la moitié et 2/3 des résidents latino-américains, d'après le Latino Barometer, qui pensent que les immigrés sont en compétition directe avec eux pour l'emploi. C'est surtout, si on regarde les évolutions absolument frappantes, en 2015, en Uruguay, 30% des gens pensaient que les immigrés étaient en compétition avec eux pour l'emploi. Maintenant, c'est 54%. Au Chili, c'était 56%. Maintenant, c'est 72%. En Colombie, c'était 39%. Maintenant, c'est 67%. Donc, on voit bien vraiment monter cette question très, très clairement. Et puis, il n'y a pas que la question de l'intégration économique. Il y a surtout celle de la sécurité, celle de la criminalité. Et là, de manière un peu, enfin même peut-être totalement irrationnelle, on voit des chiffres astronomiques qui sont sans commune mesure avec ce qu'on observe même en Europe, où le pourcentage de personnes qui répondent qu'ils sont d'accord avec le fait que les immigrés accroissent la criminalité atteint 72% en Bolivie, au Chili et au Pérou, 79% en Équateur, 70% en Colombie. C'est une écrasante majorité de gens qui pensent que la migration apporte la criminalité. Et donc ça amène à cette situation, quand on demande aux gens s'ils pensent que les migrants devraient accéder à l'ensemble des services publics, des prestations sociales ou des services publics, il y a plus de 60% des gens qui, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, au Mexique ou en République dominicaine, répondent que non.
les immigrés ne devraient pas avoir accès aux mêmes services. Et donc, ça, évidemment, crée une situation qui est très, d'ailleurs, en décalage avec la réalité même de l'intégration que je mentionnais précédemment, mais une situation de tension absolue autour de cette question migratoire. Alors après, il y a une autre problématique qui évolue, qui est qu'avant, il y avait la problématique, disons, de l'Amérique centrale vis-à-vis de l'Amérique du Nord, Northern Triangle et les États-Unis. Et aujourd'hui, il y a une décomposition, ou en tout cas une ouverture géographique de cette problématique de la migration vers les États-Unis. On en a parlé tout à l'heure avec le passage de Darien. Il faut juste, pour avoir les choses en tête, hein, en 2010, c'était quasiment infranchissable. Il y avait quelques milliers de personnes, peut-être milliers de personnes qui arrivaient à passer. En 2023, c'est 520 000. 520 000 personnes comparé à 250 000 en 2022. Donc c'est le double, et donc là on a des chiffres qui sont quand même tout à fait impressionnants, avec environ 330 000 personnes originaires du Venezuela, 57 000 personnes originaires de l'Équateur, 46 000 personnes originaires d'Haïti et 25 000 Chinois. On se demande comment ils sont arrivés là. Mais il y a aussi, s'était posé la question des subsahariens qui sont ici, beaucoup d'enfants très jeunes notamment, beaucoup aussi près d'un quart de mineurs non accompagnés. Donc une situation qui change encore une fois totalement de nature et qui lie l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord dans ce cas-là. Et ça, évidemment, potentiellement aussi une situation de tension. Cela dit, alors peut-être, disons, à contrario de ce qui a été dit dans la première table ronde, il me semble que c'est aussi l'opportunité pour une coopération et une meilleure intégration régionale. D'un point de vue politique, il y a quand même un document assez important qui a été signé sous l'égide de l'administration Biden, qui s'appelle la Déclaration de Los Angeles, qui regroupe 21 États qui s'accordent pour des États quand même très, très différents, avec des situations très différentes, qui s'accordent pour gérer ensemble cette question migratoire. D'une certaine manière, les États-Unis, disons, prennent conscience du fait que ce qui se passe en Amérique du Sud a une influence sur leur immigration. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau américain qui ne sont pas du tout négligeables. Enfin, on pourrait en citer plusieurs, mais notamment le mécanisme de parole qui permet de sponsoriser les personnes qui sont originaires du Venezuela, de Cuba et de Haïti et du Nicaragua pour venir aux États-Unis à échelle de 30 000 personnes par mois. Donc ce n'est pas du tout négligeable, c'est des statistiques qui sont assez importantes dans un contexte de politique américaine qui est complètement bloqué. Donc ils ont trouvé, enfin en tout cas ils ont cherché à trouver des marges de manœuvre qui sont évidemment toujours remises en question devant les tribunaux, mais pour, disons, offrir des nouvelles voies légales. Et puis ce qui a été mentionné précédemment, ces Safe Mobility Offices qui ont été créés d'abord au Guatemala, au Costa Rica en juin 2023, en Colombie en juillet et puis en Équateur en octobre. Donc là, effectivement, avec encore une fois la contribution de IOM et du HCR, cette idée, je ne dirais pas d'externaliser, mais plutôt de renforcer l'accès à l'information dans les pays d'origine, principalement de transit partiellement, sur les opportunités migratoires. Il y a aussi une coopération qui s'est établie dans ce cadre-là avec l'Espagne, pour faire venir des gens directement, notamment de Colombie en Espagne. Donc il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas du tout une situation où chacun essaye de se renvoyer la balle dans son camp. Il y a la prise de conscience que cette question migratoire à l'échelle du continent américain doit se traiter à cette échelle-là, avec évidemment l'implication des États-Unis. Et donc, juste pour terminer, parce que je sais que c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même d'incertitudes. À mon avis, il y en a deux qui sont majeures, qui peuvent remettre en question totalement ce que je viens de dire et ce qui me semble être quand même, je sais que ce n'était pas forcément partagé précédemment, mais quand même être un cercle relativement vertueux entre, disons, le renforcement de l'intégration régionale et les problématiques migratoires. Le premier, c'est évidemment les élections de novembre aux États-Unis.
selon le résultat de ces élections, tout ce que je viens de dire peut être carrément oublié. Et puis, le deuxième élément, qui me semble quand même quelque chose qui est encore insuffisamment pensé, c'est les liens entre changement climatique et migration, qui sont susceptibles d'affecter énormément la région, mais qui existent, qui sont là. Il y a des réflexions, il y a évidemment beaucoup de travaux qui se font dans ce domaine-là. Mais on n'a pas encore pris conscience de l'ampleur de ce que ça pourrait générer et dans la mesure dans laquelle ça pourrait effectivement créer des flux qui seraient différents de ceux qu'on a observés et qui sont principalement aujourd'hui, disons, liés à des situations pour le coup, de désintégration de certains États comme le Venezuela, comme Haïti ou comme les États d'Amérique centrale. Donc ça serait un phénomène nouveau et ça reste encore à être mieux appréhendé. Merci, je m'arrête là. Merci Jean-Christophe. Effectivement, je pense que tu as pu nous prouver aussi l'impact et l'intérêt que peut porter l'OCDE sur ces sujets migratoires, que ce soit sur la base de données sur laquelle tu peux créer ces analyses, sur l'emploi peu qualifié, l'emploi informel, l'impact que ça peut avoir sur les populations migrantes, le taux de déclassement aussi, très important, et la nécessité de trouver aussi des réponses régionales. Alors, tu avais cité le processus de Quito, le MIRPS et puis le Safe Mobility. Je crois qu'on est tous d'accord aujourd'hui avec toi sur le sujet de l'impact de l'élection de Donald Trump dans les prochains mois, sur cet aspect régional et ces réponses régionales à apporter à une question qui de toute manière va perdurer. Et là-dessus, je pense qu'on est tous avec un gros point d'interrogation. Sur la mobilité climat, je tenais juste aussi à faire un aparté, c'est le Forum mondial qui a eu lieu donc en janvier a traité justement dans sa priorité de la présidence française le sujet de mobilité et climat, avec comme message envoyé à l'ensemble des États, qui étaient 130 États représentés, justement, de faire beaucoup plus sur cette question de mobilité et climat, particulièrement sur certains pays qui sont prioritaires, notamment les pays en Amérique latine, mais aussi Bangladesh, etc., qui sont très impactés par ces questions. Je vais passer la parole à ma collègue Marina Augier, qui va nous expliquer son formidable projet de Cruzando Fronteras, entre la Colombie et l'Équateur, sur une zone qui, justement, tu mentionnais tout à l'heure l'aspect de criminalité. On est sur une zone frontalière là, qui est impactée, certes, par la crise migratoire qui descend ce couloir migratoire depuis le Venezuela jusqu'au Pérou, donc en passant par la frontière Équateur-Colombie, mais qui est aussi aux prises de nombreux groupes narcotrafiquants, avec toute la problématique de vulnérabilité que peut poser ce problème, ce contexte local à cette population migrante. Merci. Donc, je vais vous présenter un petit éventail de projets que nous conduisons justement en réponse à la crise migratoire, en particulier sur cette zone mentionnée, sur le parcours de migration de la part des populations du Venezuela. Donc, il faut que j'essaye de faire marcher. Excusez-moi. Donc, on va voir. J'appuie où, là ? J'ai compris, c'était là. Il faut viser là-bas. Il est là, non ? Non, oui, mais il faut changer. Ah, pardon. Voilà. Juste appuyer ici. D'accord, merci. Excusez-moi. Donc, peut-être dans un premier temps, vous expliquer qu'est-ce que CARE. CARE est parce que tout le monde ne connaît pas. Et on a parlé beaucoup des réponses des organisations de la société civile ce matin comme première réponse potentiellement ou aux côtés des gouvernements en tout cas. Et donc, CARE est un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux. Nous travaillons aussi bien sur l'urgence que sur le développement, donc ce qu'on appelle aussi sur le nexus, pour ceux qui sont un peu de la partie, je dirais. Nous travaillons donc nous luttons contre l'extrême pauvreté avec les femmes et les filles au cœur de nos actions. Pourquoi les femmes et les filles ? Parce que nous considérons qu'elles sont plus frappées par l'extrême pauvreté que le reste de la population. Pour ce faire, nous travaillons, donc le réseau travaille dans une centaine de pays. CARE France fait partie de ce réseau et nous-mêmes, nous déployons dans 48 pays.
Dans un premier temps. Nous travaillons aussi avec une approche, je dirais, moi j'appelle généraliste, holistique, parce qu'il y a une interconnexion entre les différentes causes de pauvreté. Donc nous ne sommes pas spécialisés en agriculture, pas spécialisés en urgence, mais nous couvrons différentes thématiques qui se croisent pour pouvoir donner une réponse adaptée. Voilà. Donc, nous avons pu bénéficier du premier, je dirais, financement AFD de réponse à l'époque sur cette crise, puisqu'en fait, on vient de se re-rencontrer, c'était une négociation qui avait eu lieu à l'époque. Donc, c'était une ligne de financement qui répond aux crises et conflits, de réponse aux crises et conflits, et c'était le premier financement pour la crise vénézuélienne. C'est un projet qui a été conduit, qui est terminé et qui était juste avant de prédécesseur, je dirais, du projet qui a été présenté par Expertise France par la suite. Donc nous avions bénéficié d'1 million d'euros et l'objectif était de renforcer et d'articuler les initiatives transfrontalières pour la protection et l'assistance humanitaire de qualité. L'enjeu était d'articuler d'un côté et de l'autre de la frontière, c'est-à-dire que la réponse soit suivie, non seulement pas une réponse en Colombie et une réponse en Équateur, mais vraiment qu'il y ait une finalité et suivie. Comme vous pouvez voir, il y avait, puisque c'est notre objectif, 70% des bénéficiaires de ce projet étaient des femmes, parce que là aussi, ça a été dit ce matin, il y a une féminisation de la migration et des femmes qui sont confrontés à des risques et à des violences basées sur le genre le long du parcours de migration. Donc il faut aussi pouvoir donner une réponse à cette situation d'extrême urgence et de risque majeur pour ces femmes. Voilà. Pour pouvoir réaliser une réponse adéquate à ces enjeux, donc parcours de migration, population féminine, nous avons conduit en amont du projet ce qu'on appelle une Rapid Gender Analysis dans notre jargon, analyse rapide de genre, qui est un outil que nous avons déployé pour mieux cibler nos actions, avec trois caractéristiques de ces analyses. Tout d'abord, la rapidité. Il faut qu'on puisse lever les informations très rapidement. Alors, on n'est pas du tout dans les temps des recherches de ce matin universitaires. Nous, on est dans la rapidité de la réponse. Donc, on lève des informations entre 15 jours et 3 semaines. Il faut vraiment que ça aille vite. Nous avons aussi, nous partons du postulat que de toute manière, ça sera imparfait, mais on aura une base de travail et que c'est itératif, qu'on peut compléter par la suite. Et nous avons aussi l'objectif de ces analyses est d'aller vers des propositions concrètes, comme pourrait être la réponse. Donc c'est des recommandations très pratiques de qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir répondre à la situation. Donc, nous avons conduit ces analyses rapides de genre pour pouvoir après construire la réponse. Nous avons conduit des analyses rapides dans les 4 pays, Venezuela, Colombie, Équateur et Pérou. Et ensuite, une analyse régionale. Nous conduisons avec la levée de données, ce que j'appelle primaires, et des données secondaires. Dans les données primaires, c'est des entretiens avec des personnes qui sont non seulement des personnes issues de la migration, des personnes cibles, des bénéficiaires cibles, mais aussi des populations d'accueil. Nous avons aussi des entretiens des acteurs humanitaires, c'est-à-dire non seulement nos pairs, les OSC, mais aussi les gouvernements, les services déconcentrés de l'État et autres acteurs. Et nous avons mis en place ce que nous appelons des focal groups, donc des groupes de discussion thématiques pour pouvoir approfondir certains sujets et mieux comprendre et donner une réponse adéquate.
Et puis, il y a une levée de données secondaires. On ne va pas refaire ce qui existe déjà. Il y a des documents qui existent. Il y a le système des Nations Unies aussi sur place qui lève aussi beaucoup de données. Et donc, on compile tout ça pour que notre réponse soit adéquate. Ça nous a conduit à proposer des recommandations qui traitent non seulement du secteur public, donc l'idée n'est pas de se substituer, comme on a dit, au secteur public qui existe sur place, qui concerne le secteur humanitaire, l'intégration transversale du genre dans toutes nos actions, mais aussi une programmation genre spécifique, puisqu'il y a des besoins particuliers, ciblés sur les femmes, et que je vais détailler par la suite. Et donc, nous avons pu présenter le projet Cruzando Fronteras, conduit par CARE, mais bien sûr mis en œuvre conjointement avec 3 organisations locales, parce que, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, CARE ne travaille pas seul, on travaille toujours avec des organisations locales sur le terrain, plus pertinents, qui ont déjà leur relais, qui sont déployables aussi sur place, efficaces. Donc, en fait, nous faisons des équipes avec les organisations locales. Nous avons donc présenté un projet qui s'est articulé sur 2 objectifs. Le premier objectif, qui est un objectif essentiellement institutionnel, qui est, comment on pourrait dire, de gouvernance, d'amélioration de la prise en compte des besoins de ces populations, mais binationale, de façon de deux côtés de la frontière et communément des 2 côtés de la frontière. Et puis un autre objectif qui est plutôt du délivrer du service, des services de protection et des services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes sur le parcours de migration. Les populations cibles, spécifiquement, bien sûr, les populations vénézuéliennes, mais parce que je vais présenter aussi d'autres projets, nous travaillons aussi avec les populations des Colombiens déplacés, donc on en a cité tout à l'heure, les populations de retour aussi, en général les populations vulnérables et en particulier avec une attention particulière sur les populations LGBTIQ+, les peuples autochtones et les travailleuses domestiques rémunérées qui sont aussi ciblées, puisque nous avons mentionné ce matin que justement la façon pour certaines femmes de trouver de l'emploi en arrivant dans les pays d'accueil était en particulier le secteur informel et le travail domestique rémunéré. Donc le premier résultat sur la gouvernance, je ne vais pas tout mentionner, mais donc on a collaboré, essayer d'abord de mettre à jour une cartographie des acteurs. Nous avons aussi accompagné la mise en place d'un registre commun binational. C'est ça la nouveauté, je dirais, c'était des 2 côtés de la frontière, avec aussi la signature d'un MOU binational pour mettre en place et créer un modèle de gestion intégré. Quand on parle de binational, c'est-à-dire qu'une personne qui arrivait de Colombie, elle allait être enregistrée en Colombie au niveau des services de santé sexuelle et reproductive, par exemple, avec un certain dossier et numéro, et elle pouvait poursuivre son parcours pour avoir le même suivi en Équateur avec le même dossier et le même enregistrement. Donc, c'était la grande nouveauté, c'est pour qu'il n'y ait pas de coupure dans l'accompagnement du soin. Renforcement, donc on travaille avec des organisations locales, mais renforcement des OSC locales vraiment de base, avec entre autres un accompagnement, une formation sur une méthodologie de leadership des femmes dans la réponse aux urgences. Et donc les OSC locales, les organisations de la société civile locale étaient accompagnées pour pouvoir mettre en place un plan de réponse et ce qu'on appelle un agenda des femmes face à la réponse humanitaire, pour pouvoir réclamer auprès des autorités locales, auprès des différents acteurs, les réponses adéquates. Il y a eu aussi la mise en place du système transfrontalier de prise en charge et aussi la formation des autorités locales dans le traitement des violences basées sur le genre, puisqu'il y avait énormément de cas de violence sur le parcours de migration.
pour le deuxième résultat, qui est le résultat de protection, très rapidement, nous avons mis en place un accompagnement psychosocial pour les populations. Donc, il y avait des lieux d'accueil et d'accompagnement par des spécialistes et des thérapeutes, je dirais, sur les violences basées sur le genre. Il y a eu aussi, pour les services d'urgence, on a mis en place des cantines communautaires sous différentes modalités en fonction de la frontière, c'est-à-dire vraiment délivrer des repas pour les personnes qui se déplaçaient. Beaucoup de campagnes de sensibilisation à destination du grand public, justement dans sensibilisation pour mitiguer, ça n'existe pas, pour essayer de diminuer tout ce qui c'est la xénophobie qui montait de plus en plus. Et pour le résultat 3, qui était vraiment les services de santé sexuelle et reproductive, il y a eu distribution de matériel de contraception, de pilules, le long du parcours de migration, de traitement aussi des infections et des traitements des conséquences. Il y a eu des viols et autres sur les parcours de migration. Donc vraiment, le traitement de tout ce qui a trait à la santé sexuelle et reproductive dans des contextes de crise et de vulnérabilité haute, et la distribution de kits de santé sexuelle et reproductive. Donc ça, c'était un projet qui était financé donc par l'AFD, qui avait terminé, mais nous sommes toujours présents sur la zone avec des projets successifs financés par l'Union européenne, donc la branche ECHO de l'Union européenne. Et depuis 2019, nous accompagnons aussi dans les mêmes zones et aussi sur la frontière, par contre, Venezuela et Colombie, les populations migrantes, avec le même type d'activité, que ce soit sur la santé sexuelle et reproductive ou sur la protection, mais avec en plus les volets de WASH, ce qu'on appelle la WASH, l'accès à l'eau et aux produits d'hygiène, et surtout un volet important sur le plaidoyer pour essayer de porter la voix des populations affectées et de donner plus de visibilité à cette crise. Parce qu'on a fait un constat, que ça soit auprès de la France, même s'il y a des efforts, auprès de la France qu'auprès de l'Union européenne, c'est une crise invisibilisée. Et donc, nous avons dans nos projets, et nous récoltons des informations que nous essayons de partager pour non seulement sensibiliser la population, mais surtout les gouvernements, et essayer de lever des fonds et de financer la réponse à la crise de manière plus importante. Je vais terminer par ce projet-ci, qui est un projet qui n'est pas un projet de réponse aux urgences, mais qui est aussi un projet financé par l'AFD et cofinancé par une fondation privée, où nous travaillons dans 5 pays d'Amérique latine avec les femmes travailleuses domestiques rémunérées et des syndicats de ces femmes travailleuses domestiques rémunérées. Et je le cite dans la crise, dans notre session de cet après-midi, parce que beaucoup, comme on disait ce matin, beaucoup de femmes sur le parcours de migration trouvent comme solution économique d'insertion à l'emploi dans le pays d'accueil le travail domestique rémunéré. Cependant, dans le secteur informel, contrairement à ce qu'on essaye de faire, qui est de sortir de l'informalité pour aller vers le formel avec le travail que nous faisons avec les syndicats dans ces 5 pays. Donc, il y a vraiment un pourcentage maintenant de femmes qui travaillent dans ce secteur, qui sont issues de la migration et qui sont dans le secteur informel. Et c'est important d'en tenir compte dans ce travail. Et la dernière slide est sur l'importance de donner une visibilité à cette crise pour porter la voix des personnes affectées et surtout aussi lever des fonds pour faire une réponse adéquate. Merci.
Merci beaucoup Marina. Effectivement, projet important puisqu'en plus de ça, ça a été le premier projet qui a été porté et financé par l'Agence française de développement, qui a donné suite du coup au projet qui a été présenté précédemment sur Expertise France, qui venait un petit peu étirer ce couloir migratoire. Donc vraiment un projet important. Je me rappelle à l'époque d'ailleurs, on était sur 3 conditions qui ont été remplies visiblement, qui étaient l'enjeu régional, donc vraiment apporter cette réponse régionale et appuyer toutes les initiatives qui ont été faites au niveau des États, mais il faut aussi les concrétiser, ces initiatives. Vulnérabilité, et donc c'était l'enjeu genre là, qui vient en réponse à la féminisation justement de cette vague migratoire. Et puis, comme condition au financement, c'était aussi le renforcement de la société civile locale en les associant justement à la prise de décision et à l'exécution de ces projets. Et ça, c'est un sujet important parce qu'en général, la société civile locale est la société civile la mieux apte à apporter des réponses puisqu'elle est en général en contact direct avec les populations. Ce qui n'est pas nécessairement le cas depuis Paris ou d'autres pays. Alors, en l'occurrence, c'était un projet aussi qui portait sur le concept de ne pas nuire, donc c'est-à-dire d'avoir un impact certes sur les populations migrantes, c'est le cas, mais aussi de pouvoir associer les populations locales pour éviter justement cette hausse du discours xénophobe et d'avoir un récit beaucoup plus positif sur la vague migratoire. Et enfin, tu as terminé par quelque chose qui me semble essentiel, qui était l'importance de l'accompagnement de long terme de ces projets. Comment trouver de nouveaux partenariats, comment faire que ces premiers financements soient au final qu'un commencement à des interventions plus amples, plus ambitieuses financièrement et qui donnent des idées à d'autres bailleurs afin d'abonder ce type d'initiative et qu'on ait une gouvernance de long terme. Je crois que l'objet de notre table ronde était aussi sur la gouvernance et il est important de trouver justement dans la gouvernance la durabilité des projets. Je vais maintenant passer la parole à Soulma Sosa qui va faire par contre alors du coup une intervention en espagnol, mais je pense que dans la salle tout le monde parle espagnol, non? Christophe m'a dit tout à l'heure que vous aviez fait de toute manière un petit examen en espagnol pour pouvoir rentrer, non, c'est pas ça? De toute manière, on fera la synthèse à la fin, qui va nous parler donc du coup des instruments qui sont utilisés par les États sur l'enjeu des droits humains et puis les appuis techniques qui sont apportés au niveau de la CEPAL sur ces objectifs-là, et puis avec une petite assise sur la thématique donc justement des apports culturels des migrations. Soulma, perdón. Zulma tiene la palabra para 15 minutos, por favor.
Mil gracias, Zulma. Muy importante tener también la voz de la CEPAL en este coloquio para nosotros. Entonces, te agradecemos mucho por este análisis completo. Pour ceux qui n'ont pas compris, il doit y en avoir peut-être dans la salle. En fait, elle a fait une présentation donc en deux parties pour parler des migrations, mais sur les trois phases, c'est-à-dire les pays d'origine, de transit et d'établissement, avec un contexte, une présentation du contexte global de l'Amérique latine sur ces questions migratoires, et que ça représente donc 15% de la migration totale mondiale, qu'il y en a 5% d'ailleurs qui vient en Union européenne, principalement en Espagne. Et donc, c'est vrai que cette problématique de visibilisation toujours de la vague migratoire vénézuélienne dans nos pays, ça passe aussi par cette prise de conscience qui a un impact aussi en Europe, et je trouvais que c'était important de le souligner ici, qui a également un fort taux d'émigration en comparaison à l'immigration, mais c'est le fait aussi d'une forte migration régionale, avec une hausse des flux irréguliers constants depuis une quinzaine d'années, particulièrement dans trois zones qui sont très impactées, le tampon de Darien, la frontière Chili-Bolivie, en Amérique centrale avec le Mexique. Et puis ensuite, elle a évoqué plus spécifiquement le rôle de la CEPAL et ses actions en fait, qui sont faites vis-à-vis des États pour lutter notamment contre les barrières à l'intégration sociale, trouver un narratif positif pour l'immigration, les apports économiques aussi de l'immigration en termes de PIB et de croissance. Elle avait donné l'exemple par exemple de la hausse de 14% de la croissance qui est due à la vague migratoire au Chili entre 2009 et 2017, donc c'est quand même relativement conséquent. Les apports démographiques aussi, on l'a vu sur ces graphiques, qui nous donnaient clairement la compensation presque démographique grâce à l'apport de la vague migratoire face à une baisse de la natalité dans certains pays, et puis les apports culturels et la nécessaire, l'apport même en termes de diversité culturelle dans les pays. Elle a évoqué aussi les différentes assistances techniques qui sont offertes aux États sur le respect des droits humains et particulièrement son travail sur la production de données qui peut aider justement au recensement et donc à la bonne opérationnalisation aussi des politiques publiques qu'on doit faire à partir de l'évaluation et de l'exploitation de ces données, mais malgré tout avec un manque de ressources assignées assez important sur l'application des droits à partir des données qu'on a grâce à la CEPAL. Et donc, ce qu'elle nous disait un peu en quelques mots de conclusion, c'était d'avancer malgré tout sur la production de ces données et en essayant de visibiliser un maximum ces vagues migratoires, y compris à l'échelon local et pas seulement à l'échelon national, afin de profiter de cette base de données consolidée pour avoir justement plus de fonds et d'avoir donc un impact plus important auprès de ces populations. Je vais maintenant donner, si vous le voulez bien, la parole donc à Adriana. You have 15 minutes for us, please. Okay. C'est en anglais. Thank you very much. I need for the presentation. Yes. Okay. Muchas gracias. Bueno, yo soy salvadoreña, es un gusto. Solo para introducirme, sí. Bueno, me dijeron que preparara la presentación en inglés, así que la haré en inglés, pero solo para agradecer la invitación. Es un honor para mí estar acá con ustedes para compartir un poco los insights de esta iniciativa de la OIM, que es el Migration Governance Indicators. Así que voy a proceder. Bueno, la presentación la he estructurado en dos partes. So for the first part of my presentation, of course, I'm going to talk about what are the migration governance indicators to provide an overview of what we're doing. And then in the second part, I want to talk about key opportunities to promote well-managed migration based on data collected from the initiative. So let's start with yes. So what are the migration governance indicators? So it's important to understand this is a global and standard methodology that allow us to assess migration governance structures in place at the national level, but also at subnational level. So we also work with municipalities.
a set of 99 indicators that are based on the 6 dimensions of good migration governance that was defined by IOM back after the approval of the SDGs. So for example, we have a look at policies in place to provide access to health, to migrants, to education, if they're able to work, etc., etc. And then this is also a tool that allows us to identify good practices and as well areas with potential for further development. It's also important to know 3 key characteristics of the MGI. One is that it's a process that is voluntary. That means that we only do this assessment upon government request. Number 2, that is consultative, so the governments can participate through all the process. And number 3, that this is sensitive to the context. So even though we have a standard methodology and we create a standard migration governance profile, we make sure that we highlight the results that are relevant for the context, as we understand there are different realities for different countries. And finally, very important to know what we do not do. So we do not make a ranking of countries. We do not assess the impact of the policies in place, and we are not prescripted. So we do not provide specific recommendations. Rather, we work with governments to understand what is in place and what is not, and then they can make their own recommendations and decide how to address the identified gaps. So in a summary, how do we collect this data? So the process is, what we do is 4 steps. So first we launch the MGI, which is pretty much an introduction meeting with all government representatives that are going to participate in the process. So it's important that everybody is on board and then they understand the tool, and most important, to start discussing how they can use the results. Then we proceed to the data collection and analysis. And for this, what we do is we collect data. We have a group of international researchers around the world. We do this in collaboration with the Economist Impact, and they collect data through desk research, interviews, consultation, workshops with key government stakeholders. So we collect data for the 99 indicators. There's a process, of course, of data quality control conducted by IOM. And at the end, there's also a process to select priority areas, so we call priority indicators, because as I mentioned before, we understand there are different realities for different countries, and therefore maybe governments want to focus on working in a particular topic. So we encourage to select the priority areas, and these are the ones that are highlighted in our reports. Once we have this report, then we proceed to the step number 3, which is the interministerial consultation. And this is very important because there we present the preliminary results, of course, of the assessment, but very important is that we gather again all government representatives to discuss the results and to start discussing, okay, these are the identified gaps, how can we address those gaps? So this is very important in the process. After this meeting, and of course there are many discussions around the results, once we get the final product, the final profile, and after the government endorsement, then we can proceed to the publication of the profile. All of our profiles are available in the website, in the Migration Data Portal, so you can have a look and see some examples. So regarding our coverage, at the moment, we have implemented 109 national assessments and 95 local assessments. We have worked with 95 local authorities, specifically for Latin America. So we have 28 countries that have implemented national assessments, 15 countries, both national and also local assessment, and we have 61 local assessment in the region. As you can see, we have a very good coverage. Very quickly, so how are governments using the results, how they can use them? So I will give you 2 examples. Number 1, so they can use the results to inform policy development or legislation development. And here I'm just gonna refer quickly to 2 cases. For example, at the local level, we did this in Cotobruz in Costa Rica, and they used the results to inform their municipal migration policy that at the moment it was the first type of policy at the local level in the country.
At the national level, also Guatemala used the results to inform the migration policy. And a second example of how they can use it is also to track progress on international commitments, for example, the SDGs or the Global Compact for Migration. This was done, for example, in Honduras and also in the Dominican Republic. If you want to know more examples of how governments are using the MDI results, we have a specific publication that is called the MDI Success Stories, where you can see more examples. Okay, now that I provided an overview of what is the MDI, the methodology, and the type of data that we collect, then we can move forward to the second part, which is the data and what the data is telling us about the migration governance trends, and more importantly, what opportunities do we see in the region. So for this, allow me to refer to a recent publication. This is a global report that is called Migration Governance Insights, Informing People-Centered Migration Policies. So what we did in this report is that we tried to answer the question on how migration is governed worldwide. And for this, we use data from 100 countries and 69 local authorities. And we provide examples of policy responses in different contexts. We structured this report in 6 sections, 3 policy goals and 3 policy enablers. I'm going to refer to 2 policies because of time, of course, to the ones related to labor mobility and decent work, and the ones related to the promotion of rights and equality of opportunities. So just to give you an overview of some global trends that we found. For example, in our indicators, we asked about access to health and education, as I was mentioning. So we found that countries could enhance their efforts to ensure access to health and education for all migrants. So only about half of the MDI countries have regulations to provide access to health services and also to primary and secondary education to all migrants, regardless of their migration status. A second point, also important, regarding labor and safeguarding the rights of migrant workers. Only less than 1/3 of MDI countries have developed measures to promote ethical recruitment of migrant workers, and about 35% have mechanisms to protect the rights of nationals working abroad. And another data point that I wanted to highlight that is coincided actually with the discussion before. So migration policies are still lacking a gender perspective at the global level. Only 23% of the MDI countries incorporate gender perspectives into their national migration strategies. So these are the global trends, and now we're asking, okay, so how is the situation for Latin America, right? This is results from selected MDI indicators. You will not see this graph in the report because it was a global report. However, with our database, we can extract indicators specifically for the region. And we wanted to show you that the region actually is scoring a little bit better regarding access to health services and education services. I was mentioned before, there have been many initiatives to provide migrants to access to basic services. However, of course, it can be better because the goal is this should be 100%. Regarding the provision of having a migration strategy that is gender responsive, then we see that only 35% of Latin American countries have a migration strategy with a gender perspective. Yeah? Okay. So let me just go quickly to the final point. So across the report, we also have, so we group countries according to certain characteristics. For example, the absence of the presence of certain policies. For example, in the MDI, we ask if they're engaging with diaspora population, if they're engaged with the private sector. And one thing that came across different policies was the importance of engaging with partners. For example, we found that when countries were engaging with the private sector, then tend to have labor immigration programs at a higher proportion than when they don't do it. So yeah, this was just to highlight the importance of the 3 key opportunities that we found from the initiative.
the migration governance should be approached from a whole of government approach, of course, based on strong institutional frameworks. Local governments are key in managing migration. This was also already mentioned before, and we agree with this. And third, a whole of society approach, as I was mentioning, partnership with different key stakeholders as academia, diaspora, the private sector, etc., is also key for a well-managed migration. And I will stop there. Yes, thank you very much. Gracias, Adriana, por brindar la voz de la OIM acá. Lo siento mucho, por falta de tiempo, voy a tener que pasar directamente a las preguntas. Ok. On est un peu pris par le temps, je me suis fait rattraper par la patrouille. On va prendre juste 2-3 questions très rapides et réponses très rapides, je vous prie, pour qu'on puisse sortir à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions sur cette table ronde? Allez, une. Micro pour Sinon, par ici. Oui, si, ça va. Pardon. Merci pour cette table ronde passionnante. Moi, j'avais une question justement sur la mobilisation des institutions locales, que ce soit les mairies qui ont été mentionnées, les métropoles, voilà, pour les villes de taille plus grande, les capitales notamment, et l'enjeu de leur connexion en fait à l'échelle latino-américaine. Et l'enjeu de leur promotion pour l'insertion, avec une approche développementaliste en fait des migrations et notamment par l'insertion économique. Ça renvoie notamment, il me semble, à un travail qu'a fait Laurent Farret, un livre qui propose, en tout cas en partie sur l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, justement un peu un tour d'horizon en fait de ce travail. Et il me semble que justement les objectifs de développement pour le millénaire porte notamment en fait sur cet enjeu avec une approche encore plus inclusive. Donc savoir à quel point voilà, c'était mobilisé dans vos travaux les uns et aux autres. Je prends une dernière question, s'il y en a une autre. Tout le monde veut sortir. Qui veut répondre sur l'approche locale? Je peux apporter un petit élément de réponse. C'est clair qu'il y a une prise de conscience, là je ne parle pas de l'Amérique latine, mais à l'échelle de l'ensemble des pays de l'OCDE, que, notamment sur les questions d'intégration, ça doit se faire en totale coordination et avec le soutien des villes et évidemment de la société civile plus généralement. C'est une évolution qui... disons, c'est une situation qui est nouvelle dans certains pays et moins dans d'autres. On voit bien aux États-Unis l'importance des villes et aussi du débat politique, que les villes, ou en tout cas les gouverneurs locaux ou les autorités locales peuvent jouer dans le débat politique. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a cette prise de conscience que l'intégration se fait au niveau local et donc il faut développer les politiques publiques en pleine synergie avec ces acteurs. Alors, il y a beaucoup d'avantages à ça. Il y a aussi quelques inconvénients qui font que les villes qui sont les moins bien dotées, des fois, ont aussi moins de capacité à répondre, qui a, en fonction des orientations politiques, des autorités locales, plus ou moins d'appétence pour soutenir le processus d'intégration, ce qui peut amener à des processus d'intégration à plusieurs vitesses et donc nécessite de la coordination et du niveau central, mais c'est quelque chose qu'on voit partout. Et il y a les villes qui se mettent en réseau, beaucoup au GFMD par exemple, mais ailleurs aussi. Donc c'est un phénomène qu'on retrouve partout, et y compris en Amérique latine. Merci beaucoup Jean-Christophe. Eh bien parfait. Marie-José, tu voulais dire un mot de conclusion pour tout le monde qui a organisé donc du coup ce colloque. Merci à elle. Je te laisse la parole. Et merci à tous les panélistes. Merci à tous pour clôturer ces colloques sur la thématique des migrations. Donc, permettez-moi de réitérer mes remerciements aux panélistes et des hauts niveaux qui ont été présents ces jours et aussi en ligne. Ces colloques nous ont permis de connaître les initiatives mises en place par la société civile, par les pays de la région, avec l'appui de la coopération et notamment de la CEPAL,
et aussi de l'OIM, parmi d'autres organisations, et nous a permis également de comprendre les enjeux et les obstacles des migrants dans la région. Donc, pour finir, je termine ces mots de clôture pour remercier Christophe Ventura et l'accueil qui nous ont permis de participer dans les locaux de l'Iris. Et puis, je vous invite à un cocktail. Donc, merci à tous.